Très bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours évidemment au cœur des universités Jules Verne à Polytech Nantes, 6e édition de ces universités Jules Verne placée résolument aujourd'hui pour cette édition, donc sous le signe du temps, de notre rapport au temps, et pas complètement éloigné de ce sujet-là. On va évidemment continuer d'évoquer ce sujet d'innovation des pratiques managériales dans différentes organisations, et eu égard, je dirais, à la diversité de notre casting. Aujourd'hui, vous nous suivez sur la page Facebook d'Audencia, vous pouvez nous retrouver également sur le son unique.com. Cette émission est portée par la chaire RSE, chaire innovation donc managériale et chaire RSE. Alors chaire portée et accompagnée notamment par ce pro-groupe dont évidemment le dirigeant est présent avec nous aujourd'hui, et le CIC également, à l'occasion donc de le préciser concernant donc la chaire innovation managériale. Et pour ce dernier numéro de la saison Rendez-vous RSE, nous avons décidé donc de nous intéresser, nous pencher sur la question de ces mutations dans les organisations. On a vu avec nos invités qu'il y avait parfois des injonctions très fortes qui venaient de la part des collaborateurs, d'autres fois que c'était incarné aussi très fortement par les directions. Pour en parler, en tout cas dans cette deuxième séquence, avec nous ce matin, dans le cadre donc des universités Jules Verne, Valentine Urvois, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH pour directrice des richesses humaines chez Imatech. Alors créée en 1999 à Nantes, Imatech est une filiale à 100% du groupe Intermutuel Assistance, IMA, et qui est structurée autour de 3 domaines d'activité: le juridique, un pôle technique et la gestion de la relation client, e-commerce, manutention, jeux en ligne, etc. Vous avez lancé depuis 2012 une démarche du chemin de la confiance, vous nous en direz bien sûr un mot, inspiré par le mouvement des entreprises libérées. Anthony Kera, à côté de vous, vous êtes HR Business Partner chez Airbus Nantes. Alors, il faudra nous expliquer plus précisément, je le fais un petit peu en quelques mots, HR Business, finalement vous êtes un espèce de DRH, mais très très collé aux objectifs opérationnels, très sur le terrain, très en lien, je dirais, avec les enjeux business de votre activité. C'est 2600 collaborateurs qui sont et qui travaillent tous les jours sur le site nantais. Frédéric Doreau, vous êtes à côté de moi. À ma gauche, vous êtes directeur ARACT Pays de la Loire. ARACT pour Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. L'association a été créée en 1984 et elle exerce une mission de service public, évidemment, favoriser l'amélioration des conditions de travail et de la performance des entreprises. C'est important de rappeler évidemment que tout ça est lié. Prioritairement, vous intervenez, vous agissez dans les PME et les PMI. Enfin, Jean-Michel Renaudot, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes directeur général de Sepro Group, numéro 2 mondial de la fabrication de robots pour l'industrie de la plasturgie. Allez, en phase de devenir numéro 1, c'est votre objectif. Plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent dans plus de 50 pays, 600 collaborateurs avec 24 nationalités différentes. On verra comment vous relevez cet enjeu et dans ce contexte très particulier qui vous caractérise de ces innovations de pratiques managériales. Frédéric Doreau, on va peut-être commencer avec vous. Nous livrer un point de situation de ce qui se passe dans les organisations. On entend tout, mon cher Frédéric, c'est-à-dire qu'on a des situations qui sont très extrêmes, où on nous dit que les gens partent en burn-out, qu'on ne peut plus travailler dans les organisations, que les gens sont sous pression, et d'autres où finalement règne un bonheur absolu, un équilibre, une disparition définitive des corps intermédiaires, des managements intermédiaires, où finalement tout le monde prend les décisions. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur notre territoire? Qu'est-ce que vous observez, vous ? Bon, l'ARACT est un artisan du sujet des conditions de travail, effectivement avec la dimension du management sur laquelle on arrive très rapidement quand on s'intéresse au sujet des conditions de travail. On est tellement un artisan qu'on n'a pas de vision statistique de ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises. Moi, ça fait un moment que je travaille sur le sujet des conditions de travail, conduite des interventions, des projets, des collaborations avec de nombreux partenaires. Ce qui me semble avoir constaté, c'est qu'on vient en tout cas toute la période des années 2000, en tout cas si on s'intéresse aux liens, conditions de travail et management, où on a été plutôt dans la dénonciation de pratiques managériales. Il y a eu des suicides, etc. On était plutôt à stigmatiser le management comme effectivement responsable de problèmes, de mal-être au travail, etc. On est rentré dans toute une période ensuite d'entreprises qui sans doute de manière, je dirais, défensive, il y en a encore aujourd'hui, ont voulu travailler ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Voilà, donc on a nous-mêmes à ARACT fait des interventions, produit des outils, des démarches, des modèles pour savoir comment on allait travailler ces questions-là. Au départ, on parlait de stress au travail, de risques psychosociaux. Et puis ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des entreprises, évidemment, qui cherchent à renforcer leur démarche sur les risques psychosociaux.
globalement, pour celles avec lesquelles on est en lien, elles ont quand même glissé vers le préventif. Et puis, je dirais, peut-être plus récemment, depuis, alors, je ne suis pas très très fort sur les dates, depuis 4-5 ans, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à travailler beaucoup plus amont et faire de ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie au travail un vrai levier d'action. Voilà. Comment on va, alors sans doute parce qu'il y a différents enjeux qui les poussent à cela, comment on va utiliser la qualité de vie au travail, je dirais comme un levier pour attirer les salariés, pour les garder, pour être plus innovants, pour répondre à des enjeux de société. J'entendais ce matin dans la plénière aussi les questions de santé du dirigeant, peut-être aussi parce que le dirigeant lui-même ne sera pas bien si ses salariés ne sont pas bien, etc. Donc moi, il me semble avoir assisté, je dirais, au fil du temps, à un positionnement quand même différent du rapport à ce sujet, avec aujourd'hui et aussi beaucoup de groupes qui s'emparent de ce sujet. CJD, dirigeant responsable de l'Ouest, dans ces universités Jules Verne, l'an dernier encore, c'est qui le patron, le sujet, etc. Donc voilà, beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus proactifs et qui placent ces questions des conditions de travail, de la qualité de vie au travail et donc de comment on va manager les entreprises comme un vrai levier d'action. Et Frédéric Dorow, comment est-ce qu'on mesure la sincérité de ces engagements entre des enjeux de communication et une implication très forte du dirigeant qui a envie qu'on soit bien dans son entreprise et qui le lie à la performance aussi. Mais on fait le distinguo dans ces démarches-là et ces engagements, ces positionnements? Comment on mesure l'impact de ce que l'on conduit dans... Et la sincérité de ces engagements. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont compris la nécessité de communiquer là-dessus et d'autres qui le font avec beaucoup d'authenticité? Oui, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur, je ne sais pas si c'est ça par exemple. Oui, moi je parlais plutôt de social washing. Est-ce qu'on a besoin parfois de communiquer davantage que l'on le fait en interne? Ah, peut-être, ça s'est fait. Ça se fait aussi parfois sur l'environnement, mais je crois que la sanction, elle est assez rapide. Je crois que sur un territoire donné, entre l'entreprise qui se donne l'apparence de et l'entreprise qui rend visible à l'extérieur ce qu'elle fait vraiment à l'intérieur, je pense que les salariés, au bout de peu de temps, vont faire la différence. On avait un événement il y a une semaine chez Olvia, une entreprise qui découpe du porc à Laval, sur les questions d'attractivité. Et le dirigeant a conduit plusieurs actions que je trouve vraiment très, très, très intéressantes sur le sujet, tout un panel. Parce qu'on est dans un secteur sur lequel les salariés ne vont pas spontanément aller travailler, on va dire. Ça ne donne pas toujours envie de travailler au froid, sur la viande, avec des horaires très décalés. Et il disait que aujourd'hui, c'était des salariés qui disaient tiens, moi je connais quelqu'un qui peut venir, etc., par le bouche à oreille. Alors je sais pas, moi je serais plutôt sur cet aspect-là, c'est-à-dire comment effectivement, de manière un petit peu diffuse ensuite, ce qui se fait dans l'entreprise, ses pratiques, etc., se savent. Je pense qu'on... Jean-Michel Renaudot, est-ce que, ça a été évoqué un petit peu, en tout cas on en a parlé, est-ce que finalement le manager n'a pas été une cible facile, a dû porter tous les malheurs du monde ces derniers temps? On a l'impression qu'on le désigne comme étant à la source de toutes les difficultés en entreprise. Dans ce cas-là, il faut le plaindre, Clément, je suppose. Mais en fait, non, je pense que ce sont les managers intermédiaires qui se sont retrouvés effectivement dans cette position, puisque la caractéristique du manager intermédiaire dans la pyramide hiérarchique est de se trouver à la confluence de l'autorité de la direction et de l'influence en fait des salariés. Entre le marteau et l'enclume, Nicolas Rameau. Voilà, donc il se retrouve effectivement dans une position qui n'est pas simple. Mais le conseil que je donnerais néanmoins aux managers intermédiaires, c'est de ne pas se tromper. On est tous en fait dans une logique de livraison de performance dans l'entreprise. Même la performance humaine est une performance, la performance de bien-être est une performance. Et je conseillerais aux managers intermédiaires d'être alignés sur la direction. C'est nettement plus simple, puisque au final, même le personnel, in fine, s'aligne sur la direction, puisque entre guillemets, la règle dans l'entreprise est assez simple. On est dans des organisations, mais on est dans des organisations dont le but est assez clair. Ça peut être de livrer des avions, ça peut être de livrer des robots, mais en tout cas, il y a quand même des livrables. Et puis après, dans le domaine de l'intangible, là, il y a tout un travail à faire. Mais la règle quand même à la base, c'est qu'on est dans une logique économique et non pas dans une logique, j'allais dire, de bien-être. Ça veut dire que ces managers intermédiaires, plus que les autres, davantage que les autres, ont été conduits
parfois forcés à devoir changer dans cette époque de mutation, les premiers concernés par le devoir de changement? C'est allé au-delà de cela, puisque dans certaines théories managériales, on dit même qu'ils sont inutiles et que donc le management, si on rend les gens parfaitement autonomes, si tant est qu'ils le veuillent, et à mon avis, ça n'est pas le cas de tout le monde, si on rend les gens parfaitement autonomes, dans ce cas-là, le management ne serait pas donc au conditionnel nécessaire. On sait éminemment que ça n'est pas vrai. Et moi, je suis assez simple dans mes affirmations. On parle de bien-être, ça veut dire que quelque part on admet qu'on est dans autre chose que le domaine de l'intellect ou de la production intellectuelle ou de la production physique. Ça veut dire qu'on rappelle tout simplement que nous sommes des humains et que nous sommes donc à la confluence du règne animal, je pars un peu loin mais c'est important, du règne animal et aussi d'une capacité intellectuelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est quand même dans une société qui garde des stigmates animaux et ça veut dire qu'il y a bien une logique de hiérarchie. Si je vais un petit peu plus loin, on est quand même aussi dans des rapports à un moment donné où on se soumet à l'organisation, on se soumet, sans le savoir, à l'autorité. C'est quand même le principe de base de l'organisation. Donc je rappelle ça parce que c'est un fondement peut-être un peu philosophique, mais on n'est pas là pour faire de l'incantatoire, on n'est pas là pour véhiculer des illusions. Valentini, on voit comment est-ce que vous réagissez à cette idée quand même qu'on reste dans des systèmes organisés. On n'a pas dit hiérarchique, on n'a pas dit pyramidal, mais qu'il y a quand même une organisation qui est encore nécessaire à la performance. Nous, on a beaucoup travaillé quand même à la déhiérarchisation, c'est-à-dire à alléger finalement les structures, considérant que dans une société qui recherche sans cesse plus d'agilité, on travaille de plus en plus en projet, en réseau, et donc finalement dans certaines entreprises françaises où on a des pyramides à je ne sais pas combien d'étages, ça ne sert ni la performance, ni le client. Chacun passant beaucoup de temps à faire du reporting pour celui qui est au-dessus. Donc tout ça n'est pas très efficace et n'est pas facteur de performance. Au-delà du fait qu'en effet, l'engagement des collaborateurs est fortement suscité par leur responsabilisation et leur degré d'autonomie. Et donc, plus il y a de personnes au-dessus qui vont expliquer à chacun comment ils doivent travailler, comment ils doivent faire leur travail, moins l'engagement est suscité sur beaucoup d'individus. Alors je rejoins, bien évidemment, on n'a pas tous le même besoin d'autonomie, on n'est pas tous égaux, mais néanmoins, on constate quand même, et c'est une réalité, que vous savez, quand on fait une communication descendante, on sait qu'on retient environ 10%. Et quand on fait de l'appropriation, quand les gens sont acteurs, alors ils accompagnent et ils sont acteurs du changement, et donc c'est extrêmement positif pour la performance de l'entreprise. Anthony Kera, comment est-ce que vous vous situez? Il y a quand même deux tendances qui se dessinent. À Airbus, vous êtes plutôt convaincu qu'il faut conserver des structures ou s'engager dans des logiques d'appropriation, d'horizontalité des organisations? Les deux, mon général. En fait, ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas négociable dans l'industrie, c'est de livrer nos produits, comme ça a été dit juste avant. Et c'est très vrai. Maintenant, une fois que ce cadre est posé, qu'est-ce qu'on peut faire pour concilier bien-être et amélioration de l'engagement et de la motivation de nos collaborateurs et performance économique? En fait, on se rend très vite compte que les deux sont liés, dans le sens où plus on va engager nos collaborateurs et plus ils vont être motivés et meilleure sera la performance. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a certains effectivement environnements qui permettent de faire des choses au niveau de l'organisation, de tourner des équipes qui étaient effectivement très pyramidales vers des organisations beaucoup plus plates. Maintenant, toutes les organisations ne le permettent pas. Je pense par exemple à l'usine de Nantes dans laquelle je travaille aujourd'hui. Effectivement, on est dans une organisation qui est extrêmement matricielle, avec des choses qui sont assez classiques finalement. Mais à l'intérieur de ça, on se rend compte qu'on a quand même quelques marges de liberté. Voilà, donc je vous fais une réponse un petit peu normand dans mes propos là, mais effectivement il y a peut-être des services, si je rentre un petit peu plus précisément dans les détails, comme de l'engineering, des fonctions support, qui peuvent plutôt rentrer dans des organisations flat. Dans un monde de production, sur certains petits secteurs, on a réussi à le faire, peut-être que je vous en parlerai dans un futur exemple tout à l'heure. Maintenant, dans de gros secteurs de production, c'est encore difficile. Mais on a d'autres moyens néanmoins de développer des nouvelles méthodes de travail.
Jean-Michel Rondeau, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une tentation de la démagogie à présenter les choses de façon un peu binaire? Il faut dire les choses entre, effectivement, écraser tous les niveaux ou conserver des structures hiérarchiques, un peu réac, qui auraient du mal à s'adapter à l'attente des nouveaux collaborateurs et de celles et ceux qui vont vous rejoindre? Bon, comme vous le savez, nous livrons des produits qui ont fait polémique, qui sont les robots. Et en fait, moi je vous donne mon sentiment profond, c'est qu'on est déjà dans l'économie de la connaissance et que la société d'exécution, même si on en a encore bien évidemment les attributs, est déjà terminée. La conséquence de l'économie de la connaissance, c'est que légitimement, les personnes réfléchissent à leur projet de vie, mais aussi au projet professionnel. Et bien sûr, je rejoins les commentaires qui ont été faits. Le problème n'est pas de savoir à qui on reporte. Le problème, c'est de savoir pour quelle mission on travaille, pour quelle vision on travaille, pour quelle stratégie on s'accomplit. Et moi, je crois que les deux grands éléments aujourd'hui, c'est que le personnel souhaite se réaliser professionnellement et personnellement. Il n'y a pas de ou, c'est pas ou professionnel ou personnel, c'est bien les deux. Et de la même façon, j'ai le sentiment profond, et c'est pour ça qu'une certaine libération bien dosée a du sens, il y a aussi la volonté de vivre les choses collectivement. Auparavant, il y avait quand même une vision, et c'est quand même ce qui domine aujourd'hui dans les entreprises, une vision poste par poste, avec des organisations, avec un maillage. J'allais dire la plus grande expression de la perfection dans ce domaine-là, ce sont les sociétés japonaises ou allemandes, où la définition de poste est bien plus performante que chez nous. Les charnières entre les postes sont très performantes, mais finalement, la hiérarchie est aussi très présente. Et finalement, on fait des sociétés qui ne sont pas forcément agiles. Par contre, ils sont agiles sur le projet de l'entreprise, ou sur la vision, ou sur la stratégie. C'est ce qui fait leur performance aujourd'hui. Donc moi, je pense que demain, si on veut parler de demain, ou même aujourd'hui, les entreprises performantes marient en fait le projet professionnel et personnel, parce que notamment les nouvelles générations ne choisissent pas entre les deux, et il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre les deux. Et puis, il y a la volonté de vivre aussi collectivement, j'allais dire socialement dans l'entreprise, ce qui est quelque chose d'assez nouveau. Et ce que je ressens aussi, c'est que dans des entreprises avancées, il y a la volonté de ne plus cloisonner l'entreprise et le reste du monde. Donc c'est pour ça qu'on parle d'approche sociétale. Alors quand c'est instrumenté avec j'allais dire des éléments rationnels, c'est une vision, mais moi je pense que l'entreprise accomplie, c'est lorsque vous rentrez dans l'entreprise et que vous ne voyez pas que vous rentrez dans une entreprise parce que vous avez le sentiment de continuer par prolongation à être dans la société normale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on a le sentiment de ne plus aller au boulot mais d'être dans la vraie vie, je pense que l'entreprise est une entreprise qui délivre du bien-être. Alors, est-ce que la suite de ça, c'est pas une confusion malheureuse qu'il peut y avoir entre la vie privée et la vie professionnelle? L'aboutissement de ça, ça peut produire Alors, ça n'engage que moi, mais je pense que le progrès personnel et social va vers le fait de ne plus les opposer et au contraire de les mixer. Et tout nous pousse à ça parce que vous avez des outils technologiques qui aujourd'hui permettent bien évidemment de faire du télétravail. Vous avez des outils technologiques qui, lorsque vous êtes en voyage au bout du monde, vous permettent d'être connecté, y compris à l'heure de votre bureau, entre guillemets, là où est le siège social, là où est votre filiale. Donc on voit bien qu'il y a une déstructuration du temps, puisque le principe d'aujourd'hui c'est de parler du temps. Il y a une déstructuration du temps et des lieux. Donc aujourd'hui dire qu'on a une vie professionnelle d'un côté et une vie personnelle de l'autre, bien sûr, c'est une évidence, mais le fait de les cloisonner, je pense que ça n'est pas compatible avec le décloisonnement, par exemple, managérial. Si on veut faire du décloisonnement managérial, vous décloisonnez les lieux, vous décloisonnez également le temps. Donc moi, je pense que l'évolution, en tout cas pour des fonctions avancées dans l'entreprise, et c'est déjà le cas pour les dirigeants, c'est déjà le cas pour des ingénieurs, etc., c'est quand même de décloisonner. Et vous voyez, il y a quelque chose qui, moi, m'interpelle. On favorise le télétravail parce que là, c'est une avancée de la vie personnelle sur la vie professionnelle. Par contre, on a une juridiction qui se met en place, ou en tout cas des procédés juridiques qui se mettent en place pour limiter l'accès aux mails ou en tout cas endiguer. Voilà. Et moi, ça me semble antinomique parce que dans un cas, le télétravail, c'est une avancée de la vie professionnelle, de la vie personnelle sur la vie professionnelle. Et de l'autre côté, je pense que les entreprises ont quand même besoin, mais tout ça, c'est des questions de dosage, que, entre guillemets, les outils technologiques d'aujourd'hui débordent un peu
sur le fait que bah oui, on n'est plus dans le lieu du bureau et pourtant il faut continuer à répondre. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est pas encore équilibré, mais ça va s'équilibrer. Frédéric Doreau, quand on parle de la question des conditions de travail, celle qu'on évoque aussi un petit peu quand même dans nos échanges, on a le sentiment qu'elle a longtemps, historiquement, été perçue comme péjorative. Peut-être réduit à des revendications bassement syndicales selon certains dirigeants. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer de paradigme et la concevoir comme, un, étant préventive, et deux, comme liée à la performance ? Oui, et en tant que média d'ailleurs vous pouvez y contribuer puisque quand on allume la télévision ou une radio et quand il y a un sujet sur les conditions de travail, il y a souvent des pneus qui brûlent et souvent ça se passe pas bien. Voilà. Donc c'est souvent aussi peut-être les médias aussi qui vont mettre en avant aussi les questions de conditions de travail quand il y a des situations conflictuelles. Plus on voit quand même quelques reportages ces derniers temps, effectivement la dimension je dirais proactive, positive, l'effet levier que ça peut représenter. Je trouvais très intéressant ce que disait effectivement M. Renaudot là, sur les nouvelles technologies et puis l'articulation en et hors travail. Nous, notre point de vue à l'ARACT et ce qu'on s'efforce d'accompagner, c'est effectivement comment on va se saisir des technologies pour effectivement, au service effectivement du travail autrement, pourquoi pas au service d'une meilleure articulation en et hors travail. Et il y a plein d'opportunités et les technologies sont à notre main là-dessus. Voilà. Il faut accepter à un moment effectivement de sortir de certains cadres et modèles, passer là-dessus, voilà. Mais effectivement il y a beaucoup et ça pose aussi des questions au-delà des technologies sur le management puisque c'est aussi notre sujet du jour. Accepter effectivement d'avoir des salariés qui vont travailler à distance, qui vont travailler avec des horaires de travail qui sont moins maîtrisés sur des lieux différents. C'est aussi pour les managers accepter de faire confiance et de gérer, de manager à distance aussi. C'est de nouveaux sujets qui s'ouvrent mais qui sont à mon avis des opportunités. Alors Anthony Carr, je voudrais qu'on s'intéresse quand même à la façon dont a été conduit le projet de transformation, dont il est conduit en ce moment chez Airbus et notamment Airbus Nantes. Il est très écrit, très conçu par la direction, mais finalement très confié aussi aux opérationnels et au terrain. C'était le sine qua non, c'est le sine qua non et la condition pour que ça fonctionne ? Ouais, effectivement, c'est quelque chose qui a été initié au niveau de la direction générale il y a quelques années, suite d'ailleurs à une enquête d'engagement et de satisfaction en quelque sorte de nos collaborateurs. Et, elle disait quoi cette enquête ? Elle était plutôt... elle n'était pas très rassurante Effectivement, les résultats n'étaient pas très satisfaisants pour la direction puisqu'on avait un taux d'engagement qui était bien trop faible par rapport à ce qu'on espérait, entre guillemets. Et la réponse à ça a été de dire, maintenant qu'on est là, on va se lancer dans une nouvelle approche du management, mais aussi avec de nouveaux outils digitaux notamment, puisque c'était de toute façon le sens de l'histoire. Et on essaie de combiner tout ça dans un projet de transformation, donc à l'échelle d'Airbus Group, 130 000 collaborateurs dans le monde, qui s'appelle Pulse, bon ça pour la petite histoire. Mais effectivement, le principe du projet, c'est responsabiliser, rendre autonome et accélérer nos modes de fonctionnement. Voilà le principe. Et par contre, effectivement, ça se fait sur le terrain. Ça se fait pas du haut de la direction en imposant des choses. Les choses émergent du terrain. Si je replace un petit peu maintenant sur l'usine de Nantes, effectivement, on a par exemple des réseaux aujourd'hui qui fonctionnent en transverse, c'est-à-dire qui cassent les services entre eux. On a des fonctions support qui travaillent avec des opérateurs, qui travaillent avec des membres de la direction, qui travaillent avec tous les corps et les métiers de l'usine sur des problématiques comme la digitalisation, la QVT, etc. Et ces groupes-là gèrent des projets en toute autonomie et n'ont pas vraiment d'objectif ni de compte à rendre dans l'absolu à la direction, mais avancent sur leur sujet. Et ça marche très très bien. Alors, de manière très pragmatique, mais pardon, vous posez la question, vous avez des indicateurs de performance là-dessus, à la fois sur l'implication et le réengagement visiblement donc des compagnons notamment, et des indicateurs économiques, des KPI qui vous disent, bon, il faut y aller, il faut continuer, ça donne envie de poursuivre cette dynamique-là. Oui, d'un côté, on a nos indicateurs très classiques de livraison, entre guillemets, nos indicateurs qualité, nos indicateurs absentéisme. Et effectivement, les tendances sont dans le vert aujourd'hui. Donc ça veut dire quand même que même s'il est assez difficile de lier directement le phénomène de responsabilisation, etc., à ces indicateurs, les deux finalement se suivent. Plus on augmente ces initiatives, plus les indicateurs de production, entre guillemets, vont dans le bon sens. Les indicateurs économiques vont dans le bon sens.
Donc ça nous encourage. Voilà. Même si la tendance, attention, elle va se mesurer sur le long terme. Il faut qu'on la mesure sur peut-être, je sais pas, 10 ans. En tout cas, les premières années sont plus qu'encourageantes. Je remets ça à l'échelle d'une toute petite équipe sur lesquelles on a vraiment été assez loin dans le mode de responsabilisation. C'est-à-dire que des opérateurs qui étaient cantonnés auparavant à des tâches purement de production se sont vus attribuer des tâches de fonction support comme la qualité, comme la préparation, etc. On a divisé l'absentéisme par 4, on a divisé les coûts de non-qualité par 4, et on était à 100% de livraison on time, on quality, comme on dit, donc à l'heure et dans la qualité voulue par le client. Voilà, ça a été un exemple d'une réussite assez particulière. Jean-Michel Renaudeau, ça vous donne envie d'y aller un petit peu, ça vous convertit un petit peu dans ce mouvement-là? Moi, je suis totalement converti, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Moi, je dis simplement que, d'une façon générale, si on va trop loin vers l'entreprise libérée, je n'y crois pas. Et si on est dans le tout hiérarchique, je n'y crois pas non plus. Et donc, je suis, comme peut l'exprimer la personne d'Airbus, et moi, je suis pour une approche très pondérée, très adaptée aussi à chaque structure. Mais on parle beaucoup de la structure, on a parlé un petit peu du dirigeant. Moi je pense que les enjeux de demain, c'est que finalement les dirigeants, et donc les dirigeants du futur, soient des chefs de file dans ces éléments-là. Dans le passé, finalement, les dirigeants se donnaient comme mission d'être les chefs de file dans le domaine de la techno, pour qu'on ait de l'innovation et qu'on ait un avantage compétitif. Je crois que demain, l'avantage compétitif, il sera toujours technologique, il sera bien sûr lié aux produits finis, mais il sera très largement lié, ça vient d'être démontré dans les faits par le discours là qu'on vient d'entendre d'Airbus, ce sera effectivement la performance individuelle, collective. Moi j'ai tendance à ne pas l'appeler sociale parce que sinon c'est connecté tout de suite à des visions du passé, notamment avec voilà, le côté représentation sociale et voire syndicale. Mais oui, la performance collective, ce sera vraiment ce qui fera la différence. Mais par contre, le dirigeant du futur, il va falloir qu'il se décentre parce qu'en fait, pour y voir clair sur les enjeux de demain qui sont quand même complexes, et y voir clair simplement, il va falloir qu'il prenne le temps donc, du recul, ce qui n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui. Il faudra qu'il ait une vraie appétence pour la nouveauté parce que faire de l'innovation managériale et ne pas s'en préoccuper, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est à un moment donné de dire oui, c'est le sens des choses, mais ne pas vouloir contrôler et qu'il n'y ait pas de reporting. Ça, c'est une nouvelle posture. Ça veut dire aussi s'hybrider, ça veut dire avoir des compétences dans plusieurs domaines pour qu'au quotidien, le dirigeant, mais aussi les managers, soient décentrés naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est juriste et linguiste, on sait que le droit, c'est pas la seule vérité dans le monde. Si on est ingénieur et qu'on a fait aussi un diplôme d'Audencia, on est probablement un peu plus pondéré sur le tout technologique. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut Vous revendiquez l'hybridation? Moi, je revendique totalement l'hybridation, mais finalement, je revendique aussi l'hybridation sur le plan de la posture managériale. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit libre, mais pour autant qu'il y ait de la hiérarchie. L'image que j'aime bien, c'est la hiérarchie, c'est le squelette de l'entreprise. Et le côté liberté d'action, autonomie, c'est la chair de l'entreprise. Donc l'incarnation, il faut qu'elle ait lieu. Mais l'incarnation ne prend pas s'il n'y a pas une organisation et une hiérarchie. Sinon, ça fait de la chair molle. Et la chair molle, ça ne livre pas de produit. Valentine Urvois, on a l'impression, alors il faut nous raconter chez Imatech votre histoire et les pivots que vous avez mis en place. Mais on a l'impression que depuis le début, le projet plaçait l'humain au cœur de la stratégie du développement de votre entreprise. Qu'est-ce que vous avez réellement changé et qu'est-ce que vous avez expérimenté? Et enfin, ce que vous avez retenu, ce qui était facteur clé de succès? Parce que tout ne fonctionne pas. Alors, en effet, vous le dites, l'entreprise a toujours été très engagée autour du bien-être au travail, au sens large. On a très tôt travaillé sur l'environnement de travail. Bon, je pense qu'on a vite compris que si on fait une entreprise avec un environnement favorable, chaleureux, convivial et gai, en termes de performance, et encore une fois, je suis entièrement d'accord, tout ça finalement revient à de la performance économique. C'est pas juste pour être sympa, etc. C'est que les gens qui sont mieux dans leur basket, ils vont être plus performants. Donc ça, on avait bien compris. On était un peu précurseurs. Je pense que maintenant, toutes les entreprises travaillent sur les cadres de travail, etc. Néanmoins, c'est nécessaire et pas suffisant. C'est-à-dire travailler sur l'environnement de travail, c'est bien, mais on se rendait compte que nos collaborateurs étaient, comme chez Airbus, plus ou moins engagés. Donc là, vous l'avez mesuré par une enquête aussi en interne? Comment vous aviez sondé? Oui,
on sentait bien qu'on n'était pas dans un engagement. Alors, on est sur des métiers difficiles, en centre de contact, sur des métiers extrêmement contraints. Donc, finalement, en 2012, on s'est dit il faut qu'on aille plus loin et qu'on travaille vraiment sur ce qu'on a appelé donc, le chemin de la confiance, à mettre la confiance, l'autonomie, la responsabilisation au cœur de nos processus et de notre management. C'était un pari pas facile parce qu'encore une fois, un environnement extrêmement contraint au niveau de l'organisation du travail que sont les centres de contact. On retrouve des similitudes avec l'industrie, c'est une industrialisation du service. Donc on a travaillé là-dessus. Mais la confiance, ça ne se décrète pas. En effet, c'est pas juste du marketing, on va afficher la valeur confiance sur son site internet. Ça se construit au quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque jour, d'ailleurs ça peut se détricoter assez vite la confiance, si vous commettez un impair. Donc là, on a travaillé d'abord sur un premier volet qui était, si je fais confiance aux gens, alors il faut que j'arrête d'être sur des contrôles, des kyrielles de contrôle extrêmement importants qui étaient très présents dans nos métiers, et notamment tous les contrôles autour du temps. Alors c'est le thème de la journée, mais nous on avait des collaborateurs, ils étaient en appel et ils avaient parfois jusqu'à 80 touches pour savoir sur quelle typologie de temps ils devaient se mettre. Donc là on a vraiment allégé sur tout ce qui est contrôle et contrôle des temps. Autre exemple, en effet, le télétravail, vous le citiez tout à l'heure, on a négocié un accord télétravail pour l'ensemble des collaborateurs et ça c'est un symbole fort de confiance parce que si vous dites aux collaborateurs, dès lors que tu es autonome et que je te fais confiance, que tu sois dans l'entreprise ou chez toi, tu vas travailler de la même manière et je fais le pari au contraire que ça va très bien se passer. Et on a un succès en termes de télétravail, on a plus de 100 télétravailleurs sur une entreprise de 400 personnes. Avec des vertus très importantes en termes de gain de temps de vie. Là aussi, moi je suis entièrement d'accord sur le fait que tout ça c'est assez poreux, la vie perso, la vie pro. Et donc si je ne mets pas 1h30 le matin pour aller travailler, si j'ai du temps pour aller chercher mes enfants le soir, si tout ça, ça va jouer sur mon bien-être, sur ma performance et donc sur la performance au final économique de l'entreprise. Donc voilà, donc il y a eu des étapes. Après, c'est un chemin et dire que, en effet, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'on teste des choses, ça fonctionne. Parfois, on fait 3 pas en arrière. On apprend de nos échecs. En effet, c'est progressif. Et si déjà on a des gens qui prennent des responsabilités, qui s'autonomisent même à hauteur de 20-30%, c'est déjà beaucoup par rapport à ce qui existe dans la plupart des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir changé le R de ressources en richesse chez vous? DRH, c'est directrice des richesses humaines. Alors nous, on est comme dans l'amiral Lajoux, quoi. Vous refusez que l'humain soit une ressource. Alors moi, je travaille dans un métier de relation, la relation client. Donc nous, notre ressource, ce sont les hommes et un petit peu d'informatique et de téléphonie. Donc on avait vraiment envie de montrer qu'au-delà de la ressource humaine, on était vraiment sur la richesse de notre métier. Puisque aujourd'hui, si les collaborateurs dans nos métiers sont bien, encore une fois, bien physiquement et moralement, alors ça va se ressentir énormément sur la relation aux clients et donc sur la qualité de notre travail. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt aimé ce terme richesse. Frédéric Dereau, peut-être un mot, juste une question avant. Est-ce que c'est plus facile de changer dans les services, dans des plus petites structures que dans de l'industrie avec de nombreux collaborateurs, avec des effectifs plus importants? Nous on applique les mêmes principes. Dans les grosses structures comme dans les petites. Après, c'est la manière de les mettre en œuvre qui va changer. Il y a plein d'occasions. Alors, changer quoi? En tout cas, il y a plein d'occasions et plein de projets qui peuvent être des prétextes à tester des managements différents, à associer les salariés, etc. On avait tout à l'heure ADT, là, une structure de service, etc. On a conduit ça aussi dans des petites entreprises artisanales. Il y a des projets, on peut se tester à travers un projet de déménagement, de réimplantation d'une entreprise, d'un atelier. On peut se tester sur un projet où on se dit, voilà, il faut qu'on soit plus réactif par rapport à des nouveaux clients, comment on va faire. Voilà, enfin, j'aime bien rentrer par des occasions et par des projets pour se dire, cherchons à le faire autrement. Je pense à une entreprise qu'on a appuyée de la métallurgie là, sur Angers, LGC, la Goupille Cannelé, une entreprise très ancienne, qui se disait depuis quelques années, si on veut continuer, on a une entreprise ancienne, on veut encore exister dans quelques dizaines d'années, comment on va mieux associer les salariés à nos projets?
ils avaient testé, ils s'étaient rendu compte que c'était une bonne idée mais que c'était difficile à faire. On a saisi l'occasion de projet pour voir comment on allait être rigoureux sur la méthode pour associer les salariés dans la conduite des changements. Ça bousculait un peu les managers parce qu'ils se sont rendus compte que les solutions et les actions finalement qui ressortaient de ce travail collaboratif n'étaient pas celles qu'avaient pensé les managers, donc ça tombait mal pour eux. Et il n'empêche que LGC a gagné un prix Mouvement français qualité management, voilà, donc ils ont franchi un petit cap et on arrive à aller dans ce sens-là. Sur le R, l'interprétation du oui, R. vous souhaitiez rebondir. Oui, alors il faut que je me rappelle ce que je voulais dire du coup. De richesse et de ressources. Ouais, recherche. Oui, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Ça vous reviendra, je vous laisse ça va me revenir. Pendant ce temps-là, je me tourne vers Anthony Kera. Merci. Frédéric, Anthony, on parlait de bousculer les managers à l'instant. On est capable même de les écarter complètement chez Airbus. Il y a un projet qui s'appelle Cible, où vous les avez fait disparaître et finalement ça a été très concentré sur les compagnons. On parlait de confiance à l'instant également avec Valentine Urvois. C'est ça, c'est leur redonner de la confiance et leur dire qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout de projet sans la présence des managers. Ouais, effectivement, ça a été un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Le principe, il est tout simple, il a été de dire, on entend très très souvent dans des réunions d'équipe, voilà, des problématiques diverses et variées, très basiques, d'ateliers, de matériel, etc. Nos compagnons un jour se sont dit, puisque on n'arrive pas à les résoudre via des canaux de communication classiques, on va en inventer un nouveau. Donc effectivement ça s'est appelé la cible et c'est de dire voilà, on va se monter notre propre système. Donc c'est un système qui est effectivement pour les compagnons et qui est fait par les compagnons. Un système d'escalation de problématiques et donc voilà, à plusieurs niveaux, au niveau du service, au niveau de ce qu'on appelle un CDT, donc un grand secteur de l'usine, et puis on va jusqu'à la direction générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une problématique n'a pas été résolue au niveau du secteur de l'usine, eh bien une délégation de compagnons va venir directement auprès de la direction générale de l'usine, présenter le problème et quelque part attendre de la direction des solutions à ce problème. Et effectivement ça marche très bien. Puisque évidemment il y a tout un tas de problématiques qui sont résolues à des niveaux inférieurs à la direction générale, mais en tout cas ça permet à la direction vraiment de s'impliquer dans les problématiques du terrain et d'améliorer au fur et à mesure les conditions de travail des compagnons. Effectivement ça casse d'un côté le système classique hiérarchique, voire parfois le canal syndical, puisque des problématiques sociales peuvent également remonter de ces échanges-là. Mais ce qu'on voulait nous, c'était vraiment dire, plutôt qu'on fasse entre guillemets du téléphone arabe ou que votre voix soit toujours portée par d'autres, venez porter votre voix directement jusqu'à la direction générale et on vous écoutera et on sera à vos côtés. Et c'est ce qui se passe et là encore c'est une initiative qui marche vraiment bien. Ouais. Jean-Michel Renaudot peut-être, et après on donnera la parole à Frédéric qui a sans doute retrouvé son idée ou sa remarque. Jean-Michel Renaudot, je voulais quand même une organisation internationale présent dans plusieurs pays à travers le monde, plusieurs nationalités. Vous l'avez évoqué, les enjeux managériaux sont une question aussi culturelle. Les Latins que nous sommes ne sont pas les Asiatiques que vous connaissez bien. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à harmoniser chez ce pro avec autant de différences et d'appartenance culturelle? Alors oui, on a 25 nationalités, mais on a aussi, j'allais dire, peut-être autant de différences entre les ingénieurs de R&D en soft que les gens qui font du montage dans l'atelier, et pourtant ils sont à 100 mètres, vous voyez ce que je veux dire. Donc la proximité n'aide pas forcément, et on a autant de différences entre les juristes et puis par ailleurs le commercial terrain qui essaye de boucler un contrat avec un très grand client. Donc finalement c'est pas un problème de nationalité, c'est plus un problème finalement de définition d'une vision commune. Donc moi le conseil que je donnerais, parce qu'en tout cas ça a été couronné de succès chez nous, c'est lorsque vous avez une énorme diversité, c'est encore plus important d'avoir un projet commun, d'avoir une vision commune
qui finalement sublime ou transcende tout le monde. Et puis derrière, ce qui me semble important, c'est d'avoir des valeurs. C'est-à-dire que finalement, ça c'est des choses du domaine de l'humain et qui n'ont rien à voir avec les nationalités ou avec une compétence liée à un diplôme ou à un parcours. Lorsque l'on dit que, par exemple, la relation à la vérité, c'est quelque chose de non négociable chez ces pros, c'est-à-dire si on fait une erreur, on le dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le droit à l'erreur, c'est parce qu'on est capable de le dire. Lorsque on parle de frugalité chez ces pros, c'est aussi quelque chose que tout le monde a en tête. Lorsqu'on parle de prospérité chez ces pros, c'est aussi quelque chose que tout le monde a en tête. Donc finalement, je suis en train de vous dire que parmi toutes les langues que l'on a, nous on est plutôt sur le langage du bon sens, le langage de la raison, et c'est assez intéressant de voir que c'est totalement transculturel et que ça rallie tout le monde. Donc finalement, c'est pas un problème culturel, c'est un problème d'avoir une identité forte. Si vous avez une identité forte, derrière, j'allais dire, l'effet de sillage a lieu quasiment automatiquement. Frédéric Doroux, vous avez retrouvé votre... Jean-Michel, pardon, pour terminer rapidement. Le point commun aussi de l'ensemble de nos collaborateurs, c'est qu'on leur demande d'être ambidextres. Donc on a bien sûr des gauchers et des droitiers, je vous rassure, et des gauchères et des droitières. Non, on leur demande en fait de faire de l'exploitation, c'est-à-dire vraiment de faire ce qu'ils doivent livrer au quotidien, et de faire aussi de l'exploration, c'est-à-dire de réfléchir en toute autonomie à comment ils peuvent améliorer les choses, comment ils peuvent faire bouger les lignes. Voilà, donc on leur demande d'être ambidextres. Et là aussi, c'est une autre forme d'hybridation. Vous êtes sensible à ces aspects-là quand vous les recrutez, ces profils ? Oui, moi je demande par exemple, alors déjà ce qui est important c'est d'avoir des gens honnêtes intellectuellement, vous voyez ce que je veux dire, sinon il n'y a pas de construction possible derrière. Ensuite évidemment on va demander par exemple à recruter une Allemande qui habite en France, qui a son conjoint en France, donc elle est déjà hybride, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un, comme je le disais là tout à l'heure, qui a fait à la fois un diplôme d'ingé, mais qui a aussi fait un MBA aux États-Unis et qui en plus est allé se promener à Shanghai, ça m'intéresse beaucoup. Pas par rapport à la compétence, même si ça c'est important, c'est plus par rapport à la capacité à s'enrichir automatiquement. Cette personne a déjà fait des choix personnels et elle sait qu'elle peut vivre plus, vous voyez ce que je veux dire, ou mieux. On n'est pas dans le domaine du bien-être uniquement pourvu par la société, c'est aussi un choix personnel d'être mieux. Voilà, et donc ces personnes-là nous ont déjà montré qu'elles étaient ouvertes à ça. Frédéric Doroux. Oui, quand vous avez posé la question à madame tout à l'heure sur pourquoi le terme de richesse, j'ai pris la question pour moi pour savoir ce que ça m'évoquait. Alors, moi en tout cas, le terme d'avoir une direction des richesses humaines, je l'interprète comme comment on restitue ou comment on met plus de pouvoir d'agir en fait, voilà, au niveau du terrain pour les salariés. Je pense que ça, parce qu'il y a plein d'enjeux derrière ça. D'une part parce que quand on parle aujourd'hui de conditions de travail, de qualité de vie au travail, à mon avis, c'est peut-être un peu un état, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments importants, mais c'est surtout avoir, ce qui est important aujourd'hui dans le travail, c'est se sentir la capacité de faire bouger des choses, que mon avis va compter, que je vais pouvoir peser sur des choses. Donc moi, derrière richesse humaine, je vois la dimension pouvoir d'agir. Ça a aussi l'intérêt aujourd'hui, on voit bien... Monsieur parlait du droit à l'erreur, etc., d'avoir des organisations dans lesquelles on va pouvoir tester des choses, etc. On va avoir des personnes qui vont pouvoir prendre un peu de responsabilité pour tester des choses. Aux managers aussi d'animer ça. Voilà, ça me paraît voilà un peu moi comment j'entends ces éléments-là. Et sur aussi ce qui peut relier vie personnelle et vie professionnelle, je pense à un projet qu'on a eu avec un groupe d'entreprises il y a quelques années avec GEFOS PME qui s'appelait Performance, Parcours Professionnel, Reconnaissance. Et on s'est rendu compte qu'un dirigeant d'entreprise qui avait effectivement une vision de là effectivement où il pouvait être pertinent d'aller, dès lors c'était en PME, dès lors qu'il communiquait dans l'entreprise son projet, mais il avait parfois un salarié qui disait moi ça m'intéresse de prendre ça en charge. Mais c'est pas forcément le salarié que le chef d'entreprise aurait identifié comme le plus près en termes de compétences, etc. et auquel il aurait confié le boulot. Voilà. Donc ça aussi, c'est un peu aussi de restituer du pouvoir d'agir. Voilà. Alors on parlait justement à l'instant de recrutement. Chez Imatech, vous fonctionnez partiellement, mais vous fonctionnez par cooptation. Est-ce qu'il y a un enjeu managérial aussi à charger, c'est une responsabilité, mais vos collaborateurs finalement d'attirer les talents et de faire venir de nouveaux collaborateurs chez vous? Alors, deux choses. Dans les processus de recrutement, on essaye d'intégrer le plus possible d'abord les personnes qui tiennent les postes. Bon, là, je suis en train de recruter un manager. Je fais les entretiens avec le manager sortant.
qui va quitter l'entreprise, parce que ça me paraît intéressant que la personne qui tient le poste est quand même la plus à même de juger de la capacité à une nouvelle personne de l'occuper. On fait aussi des entretiens où on met des collaborateurs. Si par exemple on recrute un manager, en première instance évidemment on va vérifier que la personne est en capacité de tenir le poste, mais en second entretien on va potentiellement pouvoir le faire rencontrer des collègues, des collaborateurs, pour voir, là on est plus sur juger de la capacité d'intégration au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise, au sein du corps managérial. Donc c'est des modalités de recrutement peut-être un petit peu différentes de ce qu'on trouve dans d'autres entreprises. Et concernant la cooptation c'est plus, alors c'est pas pour tous les postes, mais c'est quand on recrute en interne quelqu'un parmi une équipe. Il peut être intéressant, alors ça dépend des recrutements, on ne le systématise pas, mais finalement de demander à tous les collaborateurs quels seraient par exemple sur on fait beaucoup la cooptation pour les référents. On a des référents techniques sur les plateaux qui sont un peu les sachants, et en fait, naturellement d'ailleurs, sont cooptés les gens que nous, on aurait souvent identifiés, c'est-à-dire ceux qui naturellement émergent comme étant les plus pertinents pour l'ensemble du collectif de travail. Donc ce sont des choses qu'on mise, qu'on utilise, encore une fois, pas de manière systématique, mais qui présentent un intérêt, oui. Bon, et qui produisent des indicateurs positifs Oui, alors pas seulement déjà ça. le premier résultat, le premier retour quand même. Je pense que ces globalement, expérimentations. c'est l'ensemble d'une démarche. C'est finalement une performance globale où on va s'intéresser à l'humain, mais aussi à la société, mais aussi à l'environnement, à plein de choses qui au final vont faire qu'on a une entreprise plus attractive et qui va mieux globalement. Donc oui, les indicateurs sociaux chez nous sont très bons. Les enquêtes sociales sont plutôt très bonnes et très au-dessus des benchmarks nationaux et des benchmarks de services. Donc, que vous réalisez tous les 3 ans, à peu près on réalise, alors on a une enquête un petit peu annuelle plus qui est issue de nos entretiens de progrès où on mesure un peu l'environnement de la performance, et puis en effet tous les 3 ans on fait une enquête avec Médéric qui s'appelle Mesure Management Santé, où là on va vraiment venir de manière anonyme interroger tous les collaborateurs sur tous les facteurs autour de la santé, mais dont notamment une grande composante travail. Anthony Kara, un mot, je le disais en introduction quand même, HR Business Partner, c'est une fonction qui est un peu nouvelle, en tout cas plus récente que celle des DRH. Le distinguo, c'est vraiment que vous n'êtes pas dans les conventions collectives, les ressources humaines appliquées directement à la performance et aux résultats produits par votre organisation. Vous êtes vraiment en contact quotidien avec la partie opérationnelle, vous. Oui, tout à fait. Voilà, ce rôle-là, il est ce qu'on appelle un RH de proximité, mais aujourd'hui on l'appelle business partner, et c'est pas qu'une appellation. C'est évidemment que ça a du sens derrière. C'est que notre rôle, il a bien sûr évolué ces dernières années, et il est passé d'un rôle plutôt administratif au contact des salariés, plutôt de faire appliquer des politiques RH, etc., à un rôle vraiment d'accompagnant, et notamment dans le changement, notamment dans les nouvelles pratiques managériales, notamment dans la responsabilisation. Un rôle, on emploie le mot chez Airbus, même s'il est peut-être un petit peu fort, mais quelque part accompagner, c'est ça aussi, c'est le coach, auprès notamment du management intermédiaire dont on a beaucoup parlé, et clairement qui est un rôle clé aujourd'hui dans ce qu'on souhaite faire chez Airbus en termes de management. Voilà, donc c'est tout ça un petit peu notre rôle aujourd'hui. Évidemment, on garde notre relation aux salariés et on est au service des salariés. Par contre, on a évolué vraiment sur notre relation au management, et aujourd'hui on est là aussi pour les accompagner vers notamment ces nouveaux rôles. J'en profite pour une petite parenthèse. Le management intermédiaire dont on a beaucoup parlé, traditionnellement, voilà, on l'appelait, c'était commander, contrôler, c'était ça qu'on leur demandait. Aujourd'hui, c'est développer, responsabiliser, donner du sens, et la vision dont on parlait également tout à l'heure qui est fondamentale, et c'est pour ça que voilà, pour moi ce management, et je rejoins mon collègue de l'industrie qui disait tout à l'heure qu'on ne peut pas totalement la retirer, et c'est vrai. Aujourd'hui, en tout cas dans des organisations comme Airbus, on ne va pas retirer la hiérarchie, on va simplement la faire évoluer dans un nouveau rôle qui est plus de développer et de responsabiliser. Allez, Jean-Michel Renaudot, peut-être pour 1 minute, et on ne va pas retirer la hiérarchie. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est vraiment la question de la désignation et de la légitimité, est-ce que finalement un manager est reconnu par son expertise et sa capacité à résoudre des problèmes plus que par son ancienneté, tout simplement, dans l'organisation ? J'ai l'impression que c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que je pense qu'un manager doit être avant tout donc porteur de sens,
qu'il doit décliner la stratégie de façon méticuleuse, qu'il doit être en support, qu'il doit aussi assumer à un moment donné gérer les sorties de route et donc se positionner également donc en hiérarchique et apporter des sanctions si c'est nécessaire, parce qu'il faut aussi faire respecter l'ordre collectif, parce qu'on est dans une société collective, donc il y a des règles à respecter. Donc c'est un rôle finalement complexe, passionnant, exigeant, donc on ne vient pas au management par hasard. Je pense qu'à une époque donnée qui n'est pas si lointaine, on venait au management parce que c'était assez naturel, exactement comme vous venez de le dire, c'est-à-dire par ancienneté ou parce qu'on était l'hyper-expert et puis on finissait par devenir manager. Non, aujourd'hui, voilà, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut vraiment le faire par choix éclairé, parce que c'est une fonction très exposante, mais en même temps, on donne beaucoup, mais on reçoit également beaucoup. Il ne faut pas voir le management comme étant un système isolé. Je pense qu'il y a ça aussi. Un des enjeux du management intermédiaire, c'est qu'il ne soit plus isolé, c'est qu'il soit au contraire dans une chaîne collective de valeurs. Et à un moment donné, dans les organisations du passé, finalement, la chaîne collective de valeurs, elle était par strates. Et aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose, à mon avis, qui va devenir très neuronal. C'est-à-dire, chacun aura une part, finalement, de la compréhension de l'entreprise. Et la compréhension de l'entreprise au plus près du produit ou au plus haut de la structure hiérarchique de la stratégie, les deux sont complémentaires. Et finalement, le business model a besoin d'un excellent people model. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi une hybridation. C'est-à-dire, c'est pas que le problème des RH. Tout ça, ça doit être totalement diffusé et ça doit habiter l'ensemble de l'entreprise. C'est plus le problème des RH de se poser la question du recrutement, on est d'accord. Ça n'est plus le problème des RH seulement de se poser la question du développement du personnel. C'est le problème, j'allais dire, de tout le monde, et c'est aussi le problème de chaque collaborateur. Parce que dans l'économie de la connaissance, il faut quand même qu'il y ait non seulement une autonomisation, mais une prise en charge personnelle. Et cette prise en charge personnelle, c'est très difficile. Ce qui interroge la notion d'implication. C'est très exposant, mais c'est la société de demain. On va vers ça. C'est pour ça qu'on a besoin de l'économie de la connaissance, parce qu'il faut faire monter non seulement le niveau, j'allais dire, d'instruction ou de diplôme, mais il faut aussi faire monter le niveau de gouvernance de soi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire la capacité à se gérer soi-même. Jean-Michel Renaudot, Frédéric Dereau, Valentine Urvoy et Anthony Kera. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages, évidemment riches d'expérience de votre quotidien et dans vos organisations respectives, pour tâcher d'en comprendre et de comprendre un petit peu plus ce qui est en train de se jouer, se tramer dans les organisations, quels que soient, encore une fois, les secteurs d'activité sur notre territoire. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Moi, je vous donne rendez-vous sans doute un prochain rendez-vous RSE. On verra, c'est le dernier. L'histoire continuera. En tout cas, l'engagement des acteurs sur le territoire va continuer de se renforcer, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver, évidemment, retrouver cette émission comme l'ensemble des numéros rendez-vous RSE. Et bien sûr, les players Audencia, notamment le Facebook pour le live et sur le sonunique.com. Merci pour votre attention. Excellente journée. À très bientôt.